Alors, deux questions sur l'intelligence artificielle. Vous avez peut-être lu un certain nombre de choses depuis plusieurs semaines. Moi, il y a deux mots qui me viennent à l'esprit. D'une part, espoir et d'autre part, crainte. Avec nous, une sommité internationale, Joshua Bengio. Monsieur Bengio, bonjour à vous. Bonjour. Alors, je disais, il y a les deux extrémités. Il y a de l'espoir suscité par l'intelligence artificielle pour trouver une solution, et il y a des craintes. Mais commençons par l'espoir. Dans quelle mesure l'intelligence artificielle aide actuellement et va aider pour trouver des médicaments et pour trouver un vaccin? L'intelligence artificielle est utilisée pour accélérer la découverte de nouveaux médicaments. Il y a des chercheurs à travers le monde qui sont en train de déployer ces technologies-là. On a un projet là-dessus, plusieurs projets là-dessus, en fait, chez nous à Mila. Et ça pourrait vraiment changer la donne. Au lieu que ça prenne des années à découvrir, par exemple, un antiviral, on peut imaginer qu'en quelques mois, ça puisse se faire. Il y a des chercheurs de tout acabit, là, parce que ça va de la bioinformatique jusqu'à l'intelligence artificielle, jusqu'à la biologie, l'infectiologie, etc., qui sont mises à contribution. Donc, jamais dans l'histoire de l'humanité, l'intelligence artificielle aura été aussi importante comme outil pour les chercheurs sur la planète. Oui, en fait, c'est dans beaucoup de domaines qu'on déploie l'intelligence artificielle, mais moi, ce qui me semble intéressant, c'est qu'on a aussi la possibilité d'agir à court terme avec l'intelligence artificielle. Donc, les médicaments, c'est des choses qui vont prendre des mois, sinon des années, en particulier les vaccins. Mais il y a des choses qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle aujourd'hui en permettant de cibler qui sont les personnes les plus à risque et de faire en sorte qu'ils puissent décider par eux-mêmes comment agir plutôt que de se le faire imposer par un gouvernement. Bon, bien justement, ça c'est le traçage dont vous me parlez, l'autre élément qui peut susciter des craintes, mais expliquez-moi votre objectif. L'objectif de ça, c'est d'identifier, quand vous dites les gens plus à risque, c'est les gens qui ont voyagé, c'est les gens âgés, c'est les gens... Comment on identifie qui est à risque? Bien justement, c'est là que l'intelligence artificielle devient utile parce qu'il y a beaucoup d'indices qui peuvent entrer en ligne de compte. Ça peut être justement au niveau du traçage, les rencontres qu'on a fait, le temps qu'on a passé, à quelle distance on était de personnes qui pouvaient peut-être être infectées. Ça peut être les symptômes qu'on a eus, ça peut être les conditions médicales qu'on avait avant même que la pandémie commence. Tous ces éléments doivent être combinés pour réussir à prédire la probabilité que vous soyez infecté. Puis, ce qu'on veut en fait faire avec cette information, parce que les probabilités, les gens ne pourront pas faire grand-chose avec ça, c'est les aider à prendre des décisions dans leur vie quotidienne pour protéger leurs proches et leur communauté, en leur faisant des recommandations appropriées selon les circonstances. Mais en même temps, M. Bengio, on donne aux États la possibilité d'emprisonner virtuellement des gens en leur disant « Nous estimons, compte tenu des paramètres qu'on reçoit de vous, que vous êtes trop à risque, restez à la maison. » Non, justement, on veut éviter ça. Ça fait partie de notre design, là, vraiment basé sur la protection de la vie privée et la dignité des personnes. On veut s'assurer que ni les gouvernements, ni une tierce partie, les gens qu'on rencontre dans la rue ne pourront savoir quel est notre niveau de risque, à moins que nous, on décide de le partager, évidemment. Bon. Et donc, il y a toutes sortes de protocoles cryptographiques qu'on est en train de déployer pour faire en sorte que cette information reste privée. Et par contre, que l'information, vous pouvez l'utiliser, vous. Dans un pays démocratique, on veut que les gens utilisent leur liberté, leur responsabilité pour contribuer à la solution globale. Mais justement, vous dites, dans un pays démocratique, il y a, par exemple, l'historien Harari qui a fait des longs textes là-dessus en disant que c'est des outils extrêmement dangereux pour la démocratie. On peut voir même la température corporelle à distance. On peut décider que tel individu, vous me l'enlevez de la circulation, tel autre, on peut voir sa pression sanguine. Donc, vous êtes conscient, évidemment, qu'il y a des dangers énormes. Absolument. Et c'est pour ça que c'est si critique de faire les choses bien. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font dans le monde qui ne sont pas toujours guidés par cette notion de protection de la vie privée et des données personnelles.
Et donc, ce qu'on essaie de faire et ce qu'on pense qu'il est important de faire en général dans le monde, c'est développer des outils technologiques qui vont faire en sorte que ni le gouvernement, ni une tierce partie ne pourra savoir quelle personne est infectée, c'était quoi son numéro de téléphone, où est-ce qu'elle habitait, qui elle a rencontré, c'était quoi ses déplacements. Donc ça, c'est des informations qui doivent être protégées. La bonne nouvelle, c'est que la technologie existe pour pouvoir faire ce genre de choses. Et donc, je pense qu'on a la possibilité de à la fois protéger la vie privée des gens et à la fois réduire la croissance de la maladie, en fait, cibler plus précisément, plutôt que d'avoir un confinement général ou bien qu'on relâche tout le monde en même temps puis qu'on risque d'avoir une deuxième vague, de cibler là où c'est nécessaire pour contrôler la maladie. Donc, en cernant bien ces outils-là, vous dites que ça peut être très positif, là. Oui, il y a des études qui montrent que ça pourrait agir essentiellement comme un vaccin. Si à peu près la moitié de la population utilise ce genre d'application, ça va comme protéger toute la population. Joshua Bengio, on va suivre ça parce qu'effectivement, on a hâte de voir comment le déconfinement va se faire. Mais j'ai une dernière question. Je parlais à Nima Machouf tout à l'heure des modèles mathématiques. Dans quelle mesure l'intelligence artificielle peut nous aider à prévoir l'allure des courbes? Parce qu'on s'aperçoit que les modèles mathématiques sont limités, là. C'est comme s'il manquait des informations qu'il faudrait entrer dans l'équation très, très complexe pour avoir une meilleure idée de l'avenir. Exactement. En fait, c'est quelque chose de très central dans ce qu'on est en train de développer. Les données qui sont recueillies sur les téléphones, on va pouvoir les agréger en paramètres de modèles épidémiologiques très précis qui vont permettre de cibler, par exemple, quels sont les facteurs de temps, de distance, de conditions médicales, etc., qui permettent la transmission de la maladie. Et ces modèles épidémiologiques permettront à la santé publique de faire des simulations, des scénarios. Si on agit de telle manière, comment ça va se passer pour pouvoir choisir parmi ces scénarios ce qui donne lieu à moins de morts et permettre aux gens de sortir du confinement. Joshua Bengio, directeur scientifique de MILA, Institut québécois de recherche artificielle. Merci beaucoup de nous avoir parlé, c'est apprécié. Ça m'a fait plaisir.